Je vous remercie pour cette invitation. Donc aujourd'hui, l'association des guerriers contre pour la mitochondrie m'ont proposé de présenter une petite présentation sur la fatigue dans les maladies mitochondrielles à l'occasion donc de cette semaine mondiale pour la sensibilisation des maladies mitochondrielles. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation sur ce qu'est la mitochondrie, d'où elle vient, pourquoi elle est liée à l'énergie, et ensuite, tout naturellement, vous comprendrez pourquoi elle est cause de fatigue à la fois mentale et physique. Et surtout, si vous avez des questions, je propose que ce soit dynamique, vous n'hésitez pas à m'interrompre, et sinon, on gardera des petites places pour les questions à la fin. Donc, hop, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que là, vous le voyez toujours? Est-ce que vous voyez passer les diapos? Oui, oui, c'est bon, on voit tout passer. Oui. Alors, voilà. Donc, en deux mots, donc là, c'est l'institut où je travaille, comme je vous disais. Ici, donc c'était pour vous représenter les différentes échelles de la vie, donc le tissu dans son ensemble, les cellules, et puis dans les cellules, tous ces petits organites, dont la mitochondrie. Donc vraiment, on est dans une échelle de plus en plus petite. N'hésitez pas à me dire si le partage d'écran est à nouveau stoppé, hein, je reviendrai en arrière. Donc là, c'était pour expliquer un petit peu qu'on allait reprendre la mitochondrie de zéro dans un contexte de pathologie et de fatigue. Et donc, les échelles de la vie depuis l'apparition de la Terre, avec donc ces fameuses cellules qui n'avaient pas encore de compartiment qui leur permettaient de gérer l'énergie. Donc, ces fameuses cellules, comme je le disais tout à l'heure, ont des fonctions très basiques à l'origine, mais nos cellules ont toujours les mêmes fonctions, la division, la contraction dans le cas du muscle, la migration ou la survie. Et jusqu'à maintenant, leur origine énergétique, c'était d'utiliser les sucres, ou les lipides parfois, mais tels qu'on les reçoit tels qu'elles les captent dans leur milieu. C'est des cellules qui sont donc très dépendantes de disposer en permanence de glucose. Et donc, on en revient à ce petit schéma biologique qui est un petit peu complexe, mais je vais faire très simple. En gros, à l'heure où on se parle, nos cellules utilisent du glucose qu'elles puisent dans notre sang, elles le cassent en petits bouts et elles obtiennent une molécule d'énergie que tous les organismes vivants utilisent, qu'on appelle l'ATP. Vous pouvez le trouver facilement dans des documents de vulgarisation. L'ATP, c'est une molécule qui, in fine, assure toutes les fonctions de nos cellules. C'est la plus petite source d'énergie. Donc, pour produire cet ATP, on doit utiliser notre sucre alimentaire, le sucre qu'on puise dans le sang. Le problème, c'est que casser le sucre, ce n'est pas un processus qui est très, très performant. Donc, quand on utilise le sucre, finalement, on ne produit pas beaucoup d'énergie. Et c'est là où certaines bactéries ont été plus intelligentes que nous. Elles ont réussi à utiliser l'oxygène et la respiration pour avoir une production d'ATP beaucoup plus grande. Et ces bactéries, du coup, arrivaient à fonctionner ce qu'on appelle en aérobie. Donc, elles utilisent l'oxygène de leur environnement pour produire beaucoup d'énergie. Il s'est produit quelque chose au fur et à mesure de l'évolution, donc il y a des milliards d'années. C'est une théorie, en tout cas, qui s'appelle l'endosymbiose. C'est des bactéries qui ont été capturées, en quelque sorte, par nos premières cellules. Et au fur et à mesure des milliers d'années, elles ont fini par vivre en symbiose. Et ces bactéries ont perdu une partie de leur capacité à être autonomes, mais elles ont permis aux cellules, à nos cellules, de respirer, d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Et au fur et à mesure de l'évolution, ces bactéries ont fini par vivre en harmonie avec nos cellules et sont devenues des mitochondries. Donc ici, c'est un petit schéma qui résume cette hypothèse. On pense qu'à la base, on avait donc des cellules très primitives qui ont capturé des bactéries. Ces bactéries, vous le voyez sur le schéma de droite, ont perdu une partie de leur ADN, une partie de leur autonomie. C'est pour ça qu'on parle de symbiose. Une partie de leur ADN est partie dans le noyau de nos cellules. Et il y a une communication permanente qui s'est établie entre la bactérie et la cellule. Et c'est comme ça que seraient apparues les premières mitochondries. C'est aussi pour ça qu'on dit que la mitochondrie, c'est un organite qui est autonome parce que encore aujourd'hui, nos mitochondries ont leur propre ADN, elles ont leur propre existence à l'intérieur même de nos cellules. Et c'est là aussi que vous commencez à comprendre que nos cellules sont devenues dépendantes de la mitochondrie, puisque c'est la mitochondrie qui fournit l'énergie dont on a besoin au quotidien. Est-ce que vous voyez toujours mon écran pour l'instant? A priori, oui. Donc, ici, on voit que, comme je l'ai dit, ça c'est important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les mitochondries ont leur propre ADN. Et c'est là où on commence à toucher du doigt les maladies mitochondriales. Quand on a une mutation dans l'ADN de la mitochondrie, alors il peut aussi y avoir des mutations dans l'ADN du noyau, donc il y a deux types de maladies mitochondriales. Si la mitochondrie ne peut plus faire son rôle
notamment dans la respiration et dans la production d'énergie, c'est là que vont apparaître les maladies mitochondriales. Et vous voyez que commence à se dessiner un lien entre mitochondrie, énergie, et donc naturellement, on va aller tout simplement vers l'état de fatigue dont on va parler à la fin. Là, je fais une petite parenthèse parce que puisque je viens de parler de l'ADN mitochondrial, je trouvais intéressant d'expliquer pourquoi, alors je pense que ça concerne peut-être certains membres de votre association, pourquoi finalement on dit que les maladies mitochondriales sont parfois uniquement transmises par la mère. Pourquoi la réponse est très simple. Lors de la fécondation, quand l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, les mitochondries du futur enfant sont dans l'ovule. Le spermatozoïde, il a des mitochondries, mais qui lui servent juste à bouger, puis il s'en débarrasse à la fin. Donc ça veut dire que le bébé ne va hériter que des mitochondries de sa mère. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'ève mitochondrielle. C'est-à-dire que moi-même, j'ai les mitochondries de ma mère, qui sont celles de ma grand-mère maternelle, qui sont celles de mon arrière-grand-mère maternelle. Donc les mitochondries ne sont transmises que de mère en fils ou de mère en fille. Le père apporte évidemment son ADN nucléaire, mais il n'apporte rien au niveau mitochondrial. C'est pour ça que si la maman a une maladie mitochondriale et pas le papa, c'est la maman qui transmettra, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si le papa a une maladie mitochondriale, au niveau en tout cas de son ADN mitochondrial, il ne va pas le transmettre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à comprendre pour la transmission de certaines formes de maladies mitochondriales. Donc je l'ai dit, la mitochondrie, aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec une bactérie, mais elle continue à avoir ces mêmes fonctions. Donc pour faire très simple, parce que ça c'est un schéma un peu compliqué, elle récupère les bouts de sucre qui ont été cassés par le métabolisme ou les bouts de lipides, elle va les casser encore plus petits et en utilisant l'oxygène, elle va produire beaucoup, beaucoup plus d'ATP, donc beaucoup plus d'énergie. En gros, elle nous permet de rentabiliser au maximum le sucre ou les lipides pour produire énormément d'énergie. On parle ici de processus aérobie puisqu'on va utiliser de l'oxygène. Pour faire très court, et là c'est peut-être la partie la plus compliquée, donc on ne va pas insister là-dessus, comment ça marche une mitochondrie? Pour être très basique, on a des petites capsules, des petits transporteurs de part et d'autre dans les membranes de la mitochondrie qui vont permettre d'accumuler des protons à contre-courant. Donc vous voyez ici les petits H+, qui vont s'accumuler. Et en bout de chaîne, donc c'est ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, en bout de chaîne, on va laisser ces protons repasser dans le sens qui leur est naturel. Et en faisant ça, il va activer une petite turbine qu'on voit ici, donc totalement à droite. Cette petite turbine va tourner et cette rotation va permettre de produire de l'énergie. C'est vraiment comme un système de barrage en quelque sorte. Et cette rotation va permettre partout dans la mitochondrie et partout dans notre cellule de produire l'énergie nécessaire à ce que la cellule survive, se déplace ou se contracte. Il faut aussi comprendre que la mitochondrie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une structure autonome. Ça veut dire que, indépendamment de la cellule, elle a une sorte de vie propre. En permanence, elle est capable de fusionner ou de fissionner. Donc, souvent, les mitochondries, vous les trouverez sous forme de schéma ici. Mais en fait, il faut imaginer que c'est des points qui, en permanence, vont se toucher, se connecter, former des mitochondries plus longues. Ou au contraire, donc ça sera la fusion. Ou au contraire, se casser en deux et former deux mitochondries à partir d'une seule, ça sera la fission. Et en permanence, nos cellules peuvent produire des nouvelles mitochondries, c'est ce qu'on appelle la biogénèse, ou éliminer les vieilles, ou celles endommagées dont il faut se débarrasser, c'est ce qu'on appelle la mitophagie. Donc j'aime bien montrer ça sous forme de schéma. Il faut imaginer une petite usine qui en permanence va produire des nouvelles mitochondries. Ces mitochondries, on va les transporter, les fusionner ou les découper. Et quand elles sont trop vieilles, c'est important de les éliminer pour ne pas accumuler de vieilles mitochondries. Ça, je vais sauter le deuxième passage. Donc vraiment, les mitochondries ont une vie propre. Et ça, c'est intéressant parce que pour les personnes comme les gens de votre association qui vont s'intéresser aux mitochondries, on a tendance à toujours voir une image schématique. Mais j'aime bien montrer ce petit dessin. Ce n'est pas un dessin, c'est des photos d'ailleurs, de mitochondries. En fait, il n'existe pas une mitochondrie. Il y en a plein de formes différentes et c'est très important qu'elles s'adaptent à leur environnement et au type cellulaire. Alors, par exemple, vous voyez en haut à gauche, c'est une mitochondrie de cœur. Dans le cœur, il faut produire de l'énergie en permanence parce que votre cœur bat toute votre vie et il a besoin d'énergie permanente. Donc ici, vous voyez des mitochondries très grosses avec beaucoup de crêtes à l'intérieur pour avoir beaucoup de petites usines qui vont produire ce fameux ATP. À l'inverse, si vous regardez au milieu en bas, donc dans ce qui est appelé périphéral nerve, donc les nerfs, ou dans la rétine, les mitochondries sont beaucoup plus petites parce que dans le nerf, il faut qu'elles arrivent à se déplacer le long des petits filaments. Et là, les mitochondries doivent être plus petites, plus faciles plus accessibles à l'ensemble du neurone. Donc, encore une fois, il n'existe pas un seul type de mitochondrie, il en existe
de formes différentes selon votre tissu d'intérêt, selon que vous regardiez le cœur, le foie. Leurs fonctions, leurs formes, leur taille et leurs nombres sont très différents. Donc la mitochondrie doit pouvoir s'adapter en permanence tout en restant autonome de la cellule. La mitochondrie, pour aujourd'hui, je l'ai dit, elle sert à produire l'énergie et ça, c'est vraiment la chose la plus simple à retenir. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'elle a plein d'autres rôles. Pour en citer 3, elle permet de gérer le calcium dans notre cellule et ça, c'est très important. Le calcium est responsable de plein de fonctions cellulaires. Elle permet de définir si notre cellule doit mourir ou pas, notamment dans des processus cancéreux. Il y a un moment donné où on doit dire: «Bon, ben, maintenant, ça arrête de te diviser, tu dois mourir» et si c'est pas le cas, la cellule va partir dans des processus cancéreux. Donc ça, c'est aussi la mitochondrie qui le gère. Et pour finir, elle est responsable de la gestion de ce qu'on appelle le stress oxydant. Donc on entend beaucoup parler des antioxydants et de ce genre de choses. C'est la mitochondrie qui fait qu'on est résistant ou qu'on produit des processus oxydatifs. Et là, on commence à toucher du doigt que la mitochondrie, elle assure tellement de fonctions pour nos cellules que c'est une petite usine. Quand elle fonctionne bien, tout va bien. Et dès qu'elle a un problème au niveau de son ADN ou ailleurs, ça va affecter l'ensemble de notre cellule. Et avant de parler de la fatigue, qui est le sujet dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, on arrive du coup aux maladies mitochondriales qui nous concernent tous aujourd'hui aussi. Donc, on s'aperçoit que quand la mitochondrie a un problème, parce que son ADN est muté ou parce que l'ADN dans le noyau est muté et l'affecte indirectement, notre mitochondrie ne sera plus capable d'assurer ses fonctions sur le stress oxydatif, ses fonctions sur l'énergie ou sur le calcium. Et c'est là que vont apparaître des problèmes au niveau de nos cellules et à l'échelle supérieure au niveau de nos organes. Donc, en fonction de la maladie mitochondriale, certains auront un problème au niveau de la rétine, donc auront plutôt des problèmes au niveau de la vision, d'autres au niveau du rein, d'autres au niveau des neurones ou au niveau du muscle. Donc, il existe plein de types de maladies mitochondriales, mais toutes ont la même origine, cette fameuse petite structure. Ici, c'était pour vous représenter à quel point la mitochondrie, notamment parce qu'elle produit l'ATP, donc l'énergie, elle va être responsable de plein de symptômes différents et qu'elle touche finalement tous nos organes. Donc ça peut aller du rein au pancréas, aux cellules sanguines ou bien au cerveau, au cœur. Donc vraiment, il n'y a pas une seule de nos cellules dans l'organisme qui ne dépendent pas de la mitochondrie. Ici, c'est une autre façon de vous représenter les différents symptômes et les différents syndromes associés aux maladies mitochondrielles qui peuvent impacter, on le voit en bas à droite, le cœur, ou bien l'œil, ou bien le cerveau. Donc on voit que selon les types de maladies qui vont nous concerner, nous ou nos proches, ça sera différents organes qui sont touchés, mais l'origine est toujours la même. Et du coup, on en arrive à la thématique du jour, qui est la fatigue. Donc, la fatigue ressentie chez les patients atteints de maladies mitochondrielles, c'est un symptôme qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de patients atteints de maladies mitochondriales. Il se déclare plutôt à l'âge adulte. La bonne nouvelle, c'est qu'il a tendance à s'atténuer avec l'âge, contrairement à d'autres symptômes associés à ces maladies. Alors, pourquoi, quand on a un défaut dans nos mitochondries, on ressent cette fatigue? Bah, la réponse, vous l'avez déjà un petit peu. Je vous l'ai dit, la mitochondrie, c'est elle qui produit l'énergie. Et dans notre organisme, il y a deux types de cellules qui sont très gourmandes en énergie. C'est nos neurones qui ont en permanence besoin d'énergie et nos muscles, notamment quand on fait du sport ou juste une activité basique comme marcher, on a besoin d'énergie en permanence. Et donc, c'est là où on commence à comprendre assez facilement le lien entre fatigue et maladie mitochondriale. Si nos mitochondries ne fonctionnent plus, alors on ne produit plus d'énergie. Je vous l'ai dit, l'utilisation du sucre, elle n'est pas suffisante. Donc, on a besoin, en plus, d'avoir des mitochondries qui vont rentabiliser beaucoup plus la production d'énergie. Si nos mitochondries ne sont pas là, on n'a pas d'énergie. Si on n'a pas d'énergie, on ressent les symptômes de la fatigue. Donc, la fatigue, c'est un état chronique, mais on distingue quand même deux parties à la fatigue. Il y a une partie qui est vraiment due à une fatigue de nos neurones et une partie qui est due à la fatigue de nos muscles, de nos myocytes. Dans les neurones, lorsque les neurones n'ont pas assez d'énergie, on ressent une fatigue mentale. Parfois, on parle de brouillard mental, donc c'est une difficulté à se concentrer, une difficulté à garder un esprit un peu focusé sur quelque chose. Une perte d'énergie globale, donc ça c'est plus dans le ressenti quand c'est neuronal, on a une perte presque de motivation, une sensation de perte d'énergie. Et ça résulte à la difficulté à réaliser des tâches très simples. Alors désolé pour les fautes d'orthographe, c'est la diapo que j'ai faite en dernier. Donc
On ne peut plus réaliser les tâches quotidiennes par cette altération au niveau des neurones. Ensuite vient la fatigue musculaire qui, elle, est ressentie de manière plus physique. C'est donc une fatigue, voire des courbatures au niveau des muscles. Et ce qui est souvent associé aux maladies mitochondriales, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'exercice, qui est littéralement l'incapacité à faire un effort poussé, puisque maintenant, vous le comprenez, si vos mitochondries ne peuvent pas vous fournir d'énergie en continu, inutile de dire que même si le système nerveux n'est pas affecté, une course au quotidien ou une marche prolongée devient complètement impossible. Et donc l'intolérance à l'exercice, c'est un symptôme qu'on retrouve dans beaucoup de maladies mitochondriales. Hop. Alors, on en arrive à qu'est-ce qu'on peut faire contre les maladies mitochondriales en général et la fatigue en particulier. Pour l'instant, il existe très peu de solutions vraiment probantes, qui ont vraiment fait leurs preuves. Pour l'instant, ce qui est prescrit aux patients, c'est des molécules qui vont jouer sur les différentes fonctions de la mitochondrie dont j'ai parlé au début. Et donc là, maintenant, vous allez comprendre facilement comment les scientifiques et les médecins ont imaginé pouvoir limiter les effets de la fatigue, soit en donnant des antioxydants, parce que ça, je l'ai dit, la mitochondrie, elle est vraiment responsable de la gestion du stress oxydant. Donc, par exemple, la fameuse coenzyme Q10, ou en donnant des cofacteurs de chaîne respiratoire. Donc la chaîne respiratoire, c'est le schéma que j'ai montré là, qui permet d'accumuler des protons. Donc en fait, on va donner des cofacteurs qui vont renforcer cette chaîne-là pour produire plus facilement de l'énergie, ou bien des métabolites. Les métabolites, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui dérive des sucres, des lipides, et qui vont venir renforcer la production d'énergie. Donc on va apporter plus de substrat à notre mitochondrie pour l'aider à faire son travail. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est proposé actuellement. Ce sont des solutions qui ont fait leur preuve, mais pour être très honnête, de manière assez limitée. Donc on n'a pas un effet incroyable sur la fatigue. On joue comme on peut sur la mitochondrie avec des petits bénéfices. De manière peut-être plus intéressante, il a été montré qu'une activité physique supervisée permettait de lutter contre la fatigue. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, la mitochondrie, c'est comme tout, ça s'entraîne. Et on s'est rendu compte que euh, produire une activité physique, donc faire du sport, finalement limite la sensation de fatigue sur le long terme. Alors, superviser, c'est là le mot-clé, c'est que c'est compliqué de faire de l'activité physique quand on a une maladie mitochondriale. De manière globale, quand on a une maladie qui touche le système neuromusculaire, c'est compliqué. Donc, il faut le faire sous la supervision d'un spécialiste. Mais généralement, on met en place des efforts adaptés, donc sous forme de paliers. Et à la fin des processus d'entraînement, donc ça prend plusieurs semaines. Nos mitochondries sont renforcées, elles-mêmes ont été entraînées à produire mieux et plus d'énergie, et c'est ça qui permet de manière globale de limiter la fatigue, surtout le ressenti au niveau musculaire. Donc c'est peut-être l'une des stratégies qui fait le plus ses preuves chez certains patients, donc pour peu que le système locomoteur ne soit pas trop affecté, évidemment, puisque tout le monde ne peut pas rentrer dans un protocole d'exercice. Pour aujourd'hui, donc pour la fatigue, donc on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. C'est tout pour moi aujourd'hui. Donc je voulais remercier les différents membres de mon équipe. On vient juste de démarrer plusieurs projets sur les mitochondries, mais on espère proposer de nouvelles thérapies pour les maladies mitochondriales. Et justement, si on a l'occasion de refaire des petites présentations devant vous, comme ça, peut-être une fois par semestre ou régulièrement, les prochaines fois, donc j'en ai parlé un petit peu avec votre président d'association, nous pourrions, alors moi ou d'autres membres de l'équipe, on pourrait vous parler de comment nous, en laboratoire, on étudie les maladies mitochondriales, donc rentrer un peu plus dans la science de la mitochondrie, vous montrer comment on étudie la mitochondrie chez une cellule, à quoi ça ressemble en vrai, comment on peut utiliser certains animaux pour étudier les maladies mitochondriales. Et puis quelque chose qui intéresse probablement les différents membres de votre association, c'est quelles sont les nouvelles pistes thérapeutiques au niveau de ces pathologies-là. Donc il y a évidemment d'autres voies différentes que les antioxydants ou les métabolites dont j'ai parlé. Il existe de nombreuses pistes dont certaines sont explorées par nous-mêmes au laboratoire. Donc ça, c'est tout un autre champ dont on pourra discuter lors d'une autre présentation si vous en avez envie. Sur ce, on va passer aux questions si vous en avez. Ça peut même être sur des thématiques que j'ai pas discutées aujourd'hui. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse discuter si vous avez des questions.
Alors, nous remercions le chercheur Monsieur Hariba Yohan pour toute sa présentation. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et notre chaîne YouTube et continuez à participer à notre semaine mondiale de sensibilisation aux maladies mitochondriales. Vous trouvez toutes les infos sur nos réseaux sociaux. On vous remercie, à bientôt et n'hésitez pas si vous avez la moindre question, un problème, nous sommes là par téléphone, mail et sur les messageries privées. Au revoir à tous.